Le bruit de la lourde porte en acajou se refermant avec fracas n'était pas seulement fort, il était définitif. Il a résonné à travers le foyer caverneux du domaine de Saint-Cloud comme le marteau d'un juge me condamnant à l'exil. Mon sac de voyage, celui que j'avais préparé en 10 minutes de silence calculé, a dégringolé les marches de l'entrée, éparpillant mes vêtements sur l'allée de gravier impeccablement entretenue. Vous êtes une honte pour ce cabinet, Élodie. La voix d'Augustin a tonné depuis le haut de l'escalier. Il se tenait là, flanqué des colonnes de marbre qu'il aimait plus que ses propres enfants, son visage étant un masque de fureur aristocratique rigide. Une abandonnée, une lâche. Ne pensez pas que vous pourrez revenir en rampant lorsque le monde réel vous aura broyé. Vous êtes exclu. M'entendez-vous? Pas un seul centime. J'ai levé les yeux vers lui. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas supplié. Ma main était dans ma poche, mes doigts frôlant le verre froid de mon téléphone. Sur l'écran, caché de sa vue, se trouvait l'interface de mon portefeuille de crypto-monnaie. Le solde s'est actualisé, 60 millions d'euros, liquide, impôts payés, à moi. Il pensait qu'il me jetait dans la pauvreté. Il ne savait pas qu'il s'adressait à une centimillionnaire qui avait bâti un empire durant les heures mêmes où il pensait que j'échouais. Adieu, Augustin, ai-je dit. Pas papa, Augustin. J'ai ramassé mon sac, je l'ai refermé d'un mouvement calme et méthodique, et je suis monté dans l'Uber qui attendait à la grille. Tandis que nous nous éloignions, je n'ai pas regardé en arrière vers la maison qui avait été ma prison. J'ai regardé vers l'avant, vers le terminal des jets privés du Bourget et le plan de vol déjà déposé pour Cannes. Laissez un commentaire ci-dessous. Avez-vous déjà été sous-estimé par les personnes qui étaient censées être votre filet de sécurité? Le vol vers la Côte d'Azur a été calme. Ce n'était pas le silence inconfortable et suffocant d'une table de dîner où vous attendez d'être critiqué, mais le silence luxueux et vaste d'une cabine de Gulfstream à 40 000 pieds d'altitude. J'ai bu de l'eau pétillante et j'ai regardé le continent défiler sous mes pieds, disséquant les 6 dernières années comme l'autopsie d'une vie de laquelle je venais de sortir. Mon père, Augustin, était un associé principal dans l'un des cabinets d'avocats les plus anciens et les plus prestigieux de Paris. Il croyait en 3 choses, la tradition, le cabinet et les hommes. Dans son monde, les femmes étaient des créatures décoratives et émotionnelles destinées à organiser des galas de charité comme ma mère, Béatrice. Les fils étaient des héritiers, les filles étaient des fardeaux jusqu'à ce qu'elles fassent un bon mariage. Grandir dans cette maison était comme vivre dans un musée où il n'était pas permis de toucher aux objets exposés. Tout était acajou, cuir et attente. Mon frère Guillaume, de 2 ans mon aîné, était l'enfant prodige. Il a été préparé dès la naissance pour prendre la relève. Il a eu les tuteurs, les stages, les éloges. Moi, j'ai eu les regards de travers. Lorsque j'ai exprimé mon intérêt pour le droit au lycée, Augustin a ri. C'est un monde brutal, Élodie. Vous n'avez pas le tempérament pour cela. Alors, j'ai cessé de demander. J'ai cessé de parler. Je suis devenu le fantôme dans le couloir. Lorsqu'ils m'ont envoyé à la faculté de droit d'Assas simplement pour y trouver un mari, ils ont supposé que j'y allais. Mais je n'ai pas étudié le droit. J'ai étudié les inefficacités du marché immobilier. J'ai vu à quel point il était archaïque, comment les évaluations étaient basées sur des pressentiments et des poignées de main entre membres d'un club d'anciens. Dans ma chambre d'étudiante, alors que mes camarades de classe préparaient des dossiers sur le droit de la propriété, je codais. J'ai construit Imovision, un outil d'évaluation piloté par l'intelligence artificielle qui utilisait l'imagerie satellite et des algorithmes prédictifs pour évaluer instantanément l'immobilier commercial. Ce n'était pas seulement précis, c'était révolutionnaire. Dès ma 2e année, j'avais vendu des licences du logiciel à 3 grands fonds spéculatifs. Dès ma 3e année, j'avais vendu une participation minoritaire pour un montant de plusieurs dizaines de millions d'euros, le tout de manière anonyme, caché derrière des sociétés écrans. À présent, l'Uber s'est arrêté devant les grilles de ma nouvelle réalité. La Croisette, la plage des milliardaires. Le contraste était viscéral. Saint-Cloud, c'était le bois sombre, les rideaux lourds et l'odeur du vieux papier. Ici, c'était le vert, l'acier et le blanc aveuglant du soleil de la Méditerranée. La grille a glissé pour s'ouvrir. Ma nouvelle demeure était un complexe de 39 millions d'euros. Elle était élégante, moderne et totalement transparente. Je suis entré par la porte principale dans un salon qui semblait flotter au-dessus de l'océan.
J'ai posé ma valise sur le sol en béton poli. Le son a résonné, sec et solitaire. J'ai marché vers les baies vitrées et j'ai pressé ma main contre le verre. C'était cela, le sommet. J'avais gagné. Je m'étais échappé du poids suffocant des attentes de mon père et j'avais bâti mon propre royaume. J'ai regardé autour de moi. Le mobilier était minimaliste, italien et coûteux. La cuisine était le rêve d'un chef qui ne verrait probablement jamais de repas fait maison. Et puis le calme m'a frappé. Ce n'était pas le silence paisible du jet. C'était une immobilité lourde et suffocante. Vous pensez que l'argent achète le bonheur. Vous pensez qu'au moment où le virement bancaire arrive, le trou dans votre poitrine se referme. Ce n'est pas le cas. Cela change simplement la texture du vide. J'ai traversé les pièces vides. Mes pas étaient trop bruyants. 5 chambres, 7 salles de bain, une salle de projection, une cave à vin, tout cela pour une seule personne. Je me suis assise sur le bord du massif canapé blanc et j'ai regardé l'océan. Les vagues s'écrasaient avec une puissance rythmique et indifférente. Mon père m'avait jeté dehors. Il m'avait rejeté, non pas parce que j'avais échoué, mais parce que je n'avais pas échoué de la manière qu'il attendait. Et me voilà, entouré par les preuves de mon génie, les preuves de ma valeur, et je me sentais frigorifié. La vérité est que l'achat d'un château ne guérit pas la blessure d'être exilé de son village. Cela vous donne simplement un endroit plus agréable pour saigner. J'ai sorti mon téléphone. Aucun appel manqué, aucun message de ma mère me demandant si j'étais en sécurité. Aucun message de Guillaume. Ils m'avaient coupé de leur vie avec une précision chirurgicale. Pour eux, j'étais parti. Tant mieux, ai-je chuchoté à la pièce vide. Qu'ils pensent que je suis morte. Parce que la Élodie qu'ils connaissaient, la fille calme et décevante, était morte. La femme assise dans cette forteresse de verre était quelqu'un d'autre entièrement. Elle était l'architecte, et elle ne faisait que commencer. 6 mois ont passé. Je n'ai pas seulement survécu à Cannes. J'ai prospéré, ou du moins mon compte bancaire l'a fait. Je dirigeais mon empire depuis un bureau à domicile qui donnait sur le domaine maritime. J'avais évolué vers un conglomérat de technologies immobilières à part entière. J'acquérais des concurrents, je perturbais les marchés et je rendais nerveux les hommes mûrs dans les salles de conseil, tout cela en portant des pantalons de yoga et en buvant du jus vert. J'étais la main invisible déplaçant les pièces sur un échiquier dont ils ne soupçonnaient même pas l'existence. Mais je n'ai jamais quitté Saint-Cloud des yeux. Mon intelligence artificielle ne suivait pas seulement les propriétés commerciales. Elle surveillait les signaux de détresse. Et un matin, un drapeau rouge est apparu sur mon tableau de bord, ce qui m'a glacé. C'était un rapport d'anomalie financière sur un actif spécifique, le domaine Valmont, la maison de mon enfance. J'ai cliqué sur les données. Les paiements hypothécaires étaient erratiques. Mais ce n'était pas l'histoire principale. L'histoire principale était l'effet de levier. Le cabinet d'avocats de mon père, bastion de stabilité et de prestige, utilisait le domaine familial comme garantie pour une ligne de crédit d'exploitation à haut risque. Le cabinet perdait des liquidités. La façade de vieille fortune n'était que cela, une façade. Ils se noyaient, et ils utilisaient la maison pour rester à flot. Je me suis appuyé contre mon fauteuil, un sourire froid touchant mes lèvres. Augustin risquait le toit au-dessus de sa tête pour maintenir l'apparence du pouvoir. C'était poétique. Puis mon téléphone a vibré. Un nom que je n'avais pas vu depuis 6 mois a clignoté sur l'écran, Guillaume. J'ai laissé sonner 3 fois avant de répondre. Allô, Guillaume. Élodie. Sa voix était serrée, essoufflée. Dieu merci, vous avez décroché. Je ne savais pas si ce numéro fonctionnait encore. Il fonctionne. Que voulez-vous? Écoutez, je sais que les choses étaient tendues quand vous êtes parti. Papa était. Enfin, vous connaissez papa. Mais j'ai besoin d'une faveur. Une grande faveur. Je vous écoute. Je suis dans le pétrin, hello. Un problème temporaire de flux de trésorerie. Des dettes de jeu. La malchance. Vraiment? J'ai besoin de 46 000 €, juste pour un mois. Je vous jure que je vous rembourserai le double. J'ai failli rire. Des dettes de jeu. C'était l'excuse classique de Guillaume. Mais mes algorithmes racontaient une histoire différente.
Les dettes de jeu servaient probablement de couverture à un détournement de fonds. Il volait dans les comptes séquestres des clients pour financer son propre train de vie et il avait besoin d'argent liquide pour boucher les trous avant l'audit trimestriel. 46 000 €, c'est beaucoup d'argent pour une abandonnée, Guillaume, ai-je dit, d'une voix monocorde. Je sais. Mais je me souviens de vous. Vous aviez toujours quelques économies de vos petits projets informatiques. S'il vous plaît, hello. Si je ne règle pas cela, papa va me tuer. Il n'en avait aucune idée. Il pensait que je m'en sortais avec des restes de pige. Il ne savait pas qu'il demandait une goutte de sang à un requin. Je peux vous aider, ai-je dit. Je l'ai entendu expirer, un son de soulagement pathétique. Vous pouvez? Oh mon Dieu. Merci. Merci. À une condition. Tout ce que vous voulez. Vous signez un billet à ordre garantissant le prêt sur votre héritage futur. Plus précisément, votre intérêt dans le domaine. Quoi? Pourquoi avez-vous besoin de cela? Parce que je ne suis plus la petite sœur qui nettoie vos dégâts gratuitement. C'est une affaire. Signez la note ou trouvez l'argent ailleurs. Silence. J'entendais les rouages tourner dans sa tête. Il était désespéré. Il se disait que le domaine valait des millions, 46 000 € n'était qu'une goutte d'eau dans l'océan. Il pensait qu'il me rembourserait avant que cela n'ait une quelconque importance. Très bien, a-t-il lâché brusquement. Envoyez les documents. J'ai raccroché et j'ai tapé un message à mon courtier, exécuter le protocole cheval de Troie. Je ne me suis pas contenté de lui envoyer les 46 000 €. J'ai utilisé le billet à ordre comme levier pour initier une transaction secondaire. Par l'intermédiaire de ma société écran, société éponyme, j'ai contacté la banque qui détenait l'hypothèque en difficulté sur le domaine de mes parents. Ils étaient nerveux à cause des paiements manqués et de l'instabilité du cabinet. Ils étaient heureux de se décharger du risque. J'ai racheté le titre hypothécaire. J'ai racheté la dette. Je n'ai pas seulement prêté de l'argent à mon frère, j'ai acheté l'acte de propriété de la maison dans laquelle il dormait. Je suis sorti sur le balcon, l'air salin remplissant mes poumons. Il vivait en sursis et il vivait dans ma maison. L'invitation est arrivée par courrier électronique, transférée par un ancien camarade de classe confus qui supposait que j'avais été oublié par erreur sur la liste. C'était un dépliant numérique pour le jubilé du cabinet Valmont, un gala célébrant 30 ans d'excellence juridique. Il se tenait au domaine à Saint-Cloud. L'audace était époustouflante. Il célébrait un héritage qui s'effondrait activement dans une maison qu'ils ne possédaient plus vraiment, payée par une hypothèque sur laquelle ils étaient en défaut depuis des mois. J'ai décidé de répondre favorablement. Je n'ai pas pris le train cette fois-ci. J'ai pris un jet privé pour le Bourget, puis un hélicoptère jusqu'à une aire d'atterrissage à quelques kilomètres du domaine. J'ai loué une élégante voiture de ville noire et j'ai conduit moi-même jusqu'aux grilles. La maison semblait exactement la même, imposante, froide, un monument à une époque révolue de pouvoir exclusif. L'allée était bordée de Bentley et de Mercedes, le chrome brillant sous l'éclairage paysager raffiné. Je me suis garé, portant un tailleur noir sur mesure qui coûtait plus cher que la voiture de Guillaume, un tailleur qui n'était pas conçu pour être joli, mais pour être redoutable. J'ai remis les clés au voiturier et j'ai monté les marches où ma valise avait autrefois dégringolé. Le foyer était bondé de l'élite juridique d'Île-de-France, juges, politiciens, associés. L'air sentait l'eau de Cologne coûteuse et la vieille fortune. Ils faisaient tourner leur vin et murmuraient à propos de dossiers, ignorant complètement que les planches du parquet sous leurs mocassins italiens étaient hypothéquées au maximum. Ma mère, Béatrice, a été la première à me repérer. Elle semblait frêle, son sourire fragile et anxieux. Une femme qui avait passé 30 ans à lisser des fissures qu'elle prétendait ne pas voir. Elle s'est figée, un plateau de hors-d'œuvre tremblant dans sa main. Lorraine, a-t-elle chuchoté, ses yeux fuyant tout autour comme si j'étais une tache sur le tapis. Que faites-vous ici? J'ai entendu dire qu'il y avait une fête, ai-je dit calmement, en prenant un verre de champagne à un serveur qui passait. Je ne voudrais pas manquer la célébration. Votre père, il ne sera pas content. Il pense que vous êtes toujours en difficulté. Laissez-le penser ce qu'il veut. Je suis passé devant elle, fendant la foule comme un requin à travers un banc de vairons. La salle de bal était d'une chaleur suffocante. À l'avant, Augustin se tenait sur une estrade, un verre de scotch à la main. Il paraissait congestionné, arrogant, le roi de son petit château.
Guillaume se tenait à ses côtés, l'air transpirant et nerveux dans un costume qui ne lui allait pas tout à fait, forçant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Augustin a frappé une cuillère contre son verre. La salle s'est tue. Ami, collègue, a tonné sa voix, s'embrouillant très légèrement sur les bords. Ce soir, il est question d'héritage. Il est question des fondations que nous bâtissons et qui nous survivent. Il a posé une main lourde sur l'épaule de Guillaume. La poigne ressemblait plus à une entrave qu'à une étreinte. Je regarde mon fils et je vois l'avenir. Le droit est une maîtresse cruelle. Ce n'est pas pour les âmes sensibles. Cela exige de la force. Cela exige de la fortitude. Cela exige des hommes de caractère. Un murmure d'applaudissements polis a parcouru la salle. J'ai ressenti le poids spécifique de ce mot, homme. Ce n'était pas accidentel. C'était la thèse maîtresse de toute sa vie. Pour lui, la compétence était un trait masculin. Mon fils possède ce caractère, a poursuivi Augustin, sa voix dégoulinante d'une fierté imméritée. Il a l'acier nécessaire pour prendre les décisions difficiles. Contrairement à ceux qui s'effondrent sous la pression, ceux qui manquent de discipline pour le monde réel, ceux qui poursuivent de petits jeux informatiques et des fantasmes. Il m'a alors regardé directement. Un rictus a retroussé sa lèvre. Il n'a pas prononcé mon nom, mais la salle a suivi son regard. J'ai ressenti le jugement collectif d'une centaine de personnes tournées vers moi. La déception, l'abandonné, la fille qui n'avait pas pu réussir. Dans son esprit, mon échec était l'ordre naturel des choses. Le rôle d'une fille était d'échouer pour que le fils puisse briller. Cela validait toute sa vision du monde. À Guillaume, apportait Augustin en portant un toast, levant son verre bien haut. Pour la reprise des rênes. À Guillaume. A résonné la salle. Guillaume a croisé mon regard. Il n'avait pas l'air honteux. Il a souri avec suffisance. Il a levé son poignet pour vérifier l'heure, un geste destiné à exhiber la lourde montre en or brillant sous le lustre. J'ai reconnu la montre. C'était une Rolex vintage. C'était la montre qu'il avait achetée avec les 46 000 € que je lui avais envoyés. Il portait mon argent à son poignet pendant que son père se moquait de moi pour l'avoir gagné. Il célébrait son ascension en utilisant la bouée de sauvetage que je lui avais lancée. La cruauté était si précise, si désinvolte. Ce n'était pas seulement qu'il ne me respectait pas. C'était qu'il m'effaçait. Mon succès n'existait pas dans leur monde car il ne correspondait pas à leur récit. Reconnaître mon pouvoir reviendrait à détruire le leur. J'ai pris une gorgée de champagne. Il avait un goût de vinaigre. Je les ai regardés savourer les applaudissements. Deux hommes debout sur une trappe, convaincus d'être sur une montagne. Savourez votre toast, Augustin. Savourez votre discours car le sol sous vos pieds a déjà disparu. Vous n'avez simplement pas encore regardé en bas. Les applaudissements sont retombés, se dissolvant dans les murmures d'autosatisfaction d'hommes qui croyaient posséder le monde. Je me suis éclipsé de la salle de bal, me déplaçant comme une ombre à travers les couloirs que je connaissais par cœur. La maison sentait les bougies coûteuses et la décadence. J'avais besoin d'une dernière preuve. Le titre hypothécaire était le pistolet, mais j'avais besoin de la balle. Je suis monté par l'escalier de service jusqu'au 2e étage, vers l'ancienne chambre de Guillaume, qu'il utilisait encore comme bureau à domicile lorsqu'il restait pour consulter Augustin. La porte n'était pas verrouillée. Négligent, arrogant. Je suis entré. La pièce était un sanctuaire à la réussite imméritée. Des trophées de participation de l'équipe de cross de l'école préparatoire. Des diplômes encadrés qu'il avait obtenus de justesse. Sur le bureau trônait son ordinateur portable, allumé et ronronnant. Je me suis assise. Mot de passe protégé, bien sûr. Mais Guillaume était intellectuellement paresseux. J'ai essayé sa date de naissance. Incorrect. J'ai essayé password 123. Incorrect. J'ai essayé le nom de son équipe de football préférée. Accès autorisé. J'ai branché une clé USB chargée de mon propre logiciel de comptabilité légale. Il a contourné ces structures de fichiers maladroites et est allé directement aux données financières. L'écran faisait défiler des chiffres, une cascade d'encre rouge et de transferts illicites. C'était pire que ce que je pensais. Guillaume ne faisait pas qu'emprunter pour couvrir des dettes de jeu.
Il gérait une pyramide de Ponzi au sein du cabinet. Il prenait l'argent des provisions de nouveaux clients pour payer les règlements de dossiers qu'il avait négligés ou bâclés. J'ai vu des virements bancaires vers des comptes offshore qui ressemblaient étrangement à de l'argent occulte. J'ai vu des signatures contrefaites, la signature d'Augustin autorisant des retraits de comptes séquestres. Et puis j'ai trouvé le fil de discussion par courrier électronique. C'était entre Guillaume et Augustin. Daté d'il y a 3 mois. Objet, l'audit. Augustin, j'ai régularisé les comptes pour le dossier Valmont. Ne laissez plus jamais cela se produire. Si le barreau l'apprend, nous sommes tous les deux finis. J'ai hypothéqué la maison pour couvrir le déficit. C'est la dernière fois, Guillaume. Je me suis figé. La lueur de l'écran éclairait la vérité que je n'avais pas voulu voir. Mon père savait. Augustin n'était pas seulement un patriarche aveuglé et arrogant. Il était complice. Il savait que son fils était un criminel. Il savait que Guillaume était incompétent, dangereux et qu'il faisait pourrir le cabinet de l'intérieur. Et pourtant, en bas, il levait son verre en son honneur. Il l'appelait un homme de caractère. Il protégeait le fils qui détruisait son héritage tout en exilant la fille qui aurait pu le sauver. Je me suis appuyé contre le dossier de la chaise, la réponse s'abattant sur moi comme un brouillard froid. Ce n'était pas de la logique. C'était l'architecture du contrôle. Augustin n'aimait pas Guillaume parce que Guillaume était capable. Il l'aimait parce que Guillaume était dépendant. Guillaume avait besoin d'Augustin pour survivre. Les échecs de Guillaume permettaient à Augustin de jouer les sauveurs, les faiseurs de rois, le patriarche indispensable. Chaque fois qu'il sortait Guillaume d'un mauvais pas, cela renforçait son propre pouvoir. Mais moi, j'étais le bogue dans sa matrice. J'avais réussi sans lui. J'avais bâti un empire qu'il ne comprenait pas, en utilisant des outils qu'il méprisait, dans un monde où son nom ne signifiait rien. Mon succès ne le rendait pas fier. Il lui infligeait une blessure narcissique. Cela prouvait que sa protection n'était pas nécessaire, que sa vision du monde était obsolète. Il préférait brûler son empire plutôt que de laisser une femme, sa fille, lui donner tort. Il préférait abriter un criminel qui s'agenouillait plutôt qu'embrasser une reine qui se tenait debout. C'était une dissonance cognitive transformée en arme. Il me détestait, non pas parce que j'étais un échec, mais parce que j'étais la seule à ne pas en être un. J'ai retiré la clé USB. J'avais tout. La fraude, la dissimulation, le levier. Je suis redescendu. La fête touchait à sa fin. Les invités demandaient leur manteau, les joues rougies par le vin et l'autosuffisance. Je me tenais au fond de la pièce, caché par l'ombre des lourds rideaux. Je les ai observés. Le fils fraudeur, riant trop fort à une plaisanterie qu'il ne comprenait pas. Le père complice le regardant avec un mélange de fierté et de déni désespéré. Il semblait si petit. 2 hommes debout dans un château de cartes, attendant une brise. J'ai vérifié ma montre. Les bancs couvraient dans 9 heures. Demain, le verdict serait rendu, et je serais le juge. Le soleil matinal filtrait à travers les lourds rideaux de la bibliothèque, illuminant les grains de poussière dansant dans l'air stagnant. Je me suis assise dans le fauteuil en cuir à haut dossier d'Augustin, en bout de la table de conférence massive. J'attendais là depuis l'aube. À 8 heures du matin, la porte s'est ouverte. Augustin est entré, vêtu de sa robe de chambre en soie, une tasse de café à la main. Il s'est arrêté net en me voyant. « Élodie ?» Il a cligné des yeux, confus, la bravade de la veille envolée sous la lumière crue du matin. « Que diable faites-vous dans mon fauteuil ? » « Asseyez-vous, Augustin, ai-je dit. » Ma voix était calme, presque ennuyée. « Pardon ? Sortez de ma maison à l'instant avant que j'appelle la police. » Guillaume a trébuché derrière lui, l'air hagard et décoiffé, le costume sur mesure remplacé par un pantalon de survêtement. Que se passe-t-il ? Qui l'a laissé entrer ? Je suis entré moi-même, ai-je dit. J'ai une clé. Je vous ai pris votre clé. A lancé Augustin. J'ai fait changer les serrures il y a 1 heure, ai-je répliqué. Asseyez-vous. Quelque chose dans mon ton, une autorité métallique et froide qu'il n'avait jamais entendue auparavant, les a fait hésiter. Augustin s'est assis lentement, son visage devenant rouge. Guillaume s'est affalé dans une chaise, se massant les tempes. Je vais faire simple, ai-je dit.
J'ai appuyé sur un bouton de la télécommande dans ma main. Un projecteur que j'avais installé sur le buffet s'est allumé, projetant une image lumineuse sur le mur au-dessus de la cheminée. C'était un relevé bancaire du compte séquestre du cabinet, montrant les retraits non autorisés. « Qu'est-ce que c'est que cela ?» a chuchoté Guillaume, son visage perdant ses couleurs. « C'est un détournement de fonds criminels, Guillaume. Des signatures contrefaites, des fonds de clients utilisés pour... » Qu'était-ce ? Le poker en ligne et la location d'une Porsche. Augustin s'est levé, frappant la table de sa main. « Où avez-vous obtenu cela ? Vous avez piraté mes fichiers. C'est illégal. » « Asseyez-vous, ai-je répété. J'ai cliqué sur la télécommande. L'image a changé pour le fil de discussion électronique, celui où Augustin admettait avoir dissimulé les faits, celui où il admettait avoir hypothéqué la maison. Augustin s'est rassis lourdement. Il paraissait soudain vieux, dégonflé. « Vous saviez, ai-je dit, en le regardant dans les yeux. Vous saviez qu'il était un criminel, et vous avez porté un toast en son honneur. Vous l'avez appelé un homme de caractère. C'est mon fils, a croassé Augustin. Je devais protéger le nom. Et moi ? Ai-je demandé. J'étais votre fille. Qu'avez-vous fait pour moi ? Vous avez jeté ma valise en bas des escaliers. Vous êtes parti, a-t-il bégayé. Je n'ai pas abandonné, ai-je dit. J'ai pivoté. J'ai cliqué sur la télécommande une dernière fois. L'image sur le mur était un document, un avis de saisie immobilière. Prêteur, société éponyme. Société éponyme, a lu Augustin en plissant les yeux. Ils détiennent le titre hypothécaire. Ils ont fait pression sur nous. Oui, ai-je dit. C'est exact. Je me suis penché en avant, posant mes coudes sur la table en acajou. Je suis société éponyme, Augustin. Le silence dans la pièce était absolu. Il était lourd et suffocant. Quoi ? A soufflé Guillaume. J'ai racheté la dette, ai-je dit. Il y a 6 mois. Je possède cette créance. Je possède cette maison. Je possède le toit au-dessus de vos têtes. C'est impossible, a chuchoté Augustin. Vous êtes une abandonnée. Vous n'avez rien. J'ai une valeur nette de 60 millions d'euros, ai-je déclaré. Je n'ai pas quitté la faculté de droit parce que je ne pouvais pas réussir, Augustin. J'ai arrêté parce que j'ai réalisé que je pouvais acheter la faculté. J'ai fait glisser une enveloppe Kraft sur la table. Ceci est un avis d'expulsion. Vous avez 30 jours pour libérer les lieux. Le cabinet est insolvable. J'ai déjà envoyé les preuves de détournement au barreau de Paris. Guillaume sera radié. Vous ferez probablement face à des sanctions. Vous ne pouvez pas faire cela, a haleté Augustin. Nous sommes une famille. Une famille ? J'ai ri. Un son sec et dénué d'humour. Une famille se soutient mutuellement. Une famille ne traite pas sa fille de honte. Une famille ne dissimule pas des crimes pour protéger un ego fragile. Je me suis levé. Je les ai regardés de haut. Le patriarche et l'enfant prodige, tous deux réduits à l'état de locataires dans une maison qu'ils ne pouvaient plus s'offrir. Le verdict est tombé, ai-je dit. Vous êtes expulsés. La suite a été calme. Il n'y a plus eu de joute verbale, plus de discours sur l'héritage ou le caractère, seulement le bruit des boîtes que l'on déplace et le grattement sec des stylos sur les documents de règlement. Guillaume a été radié du barreau en moins d'1 mois. Il n'a évité la prison qu'en plaidant coupable et en témoignant contre un complice qu'il avait entraîné dans l'affaire pour cacher la trace de l'argent. Aux dernières nouvelles, il vivait dans un studio à Nanterre, travaillant par quart dans une agence de location de voitures près de l'aéroport de Roissy. Le garçon prodige, qui était trop bien pour lire ses propres contrats, vérifiait maintenant le kilométrage des berlines pour 11 € de l'heure. Augustin et Béatrice ont emménagé dans un petit appartement de 2 pièces dans une résidence pour seniors à Nice. C'était un déclassement humiliant, financé par la liquidation des derniers actifs d'Augustin pour éponger les dettes du cabinet. Le domaine de Saint-Cloud a été vendu. Je ne l'ai pas gardé. Je n'en voulais pas. Il sentait la stagnation et les vieux mensonges. Je l'ai vendu à un promoteur qui prévoyait de vider la bibliothèque en acajou et de transformer la propriété en hôtel de charme. Je suis retourné à Cannes.
Je me tenais sur mon balcon, regardant le soleil plonger sous l'horizon, peignant la Méditerranée de nuances de violet et d'or. L'air était frais et propre, balayant l'odeur de moisi de la région parisienne. Je pensais que je me sentirais triomphante. Je pensais que je ressentirais une joie viscérale à l'idée d'avoir écrasé les personnes qui avaient tenté de m'effacer. Mais ce ne fut pas le cas. J'ai ressenti du soulagement. Un soulagement lourd et profond, comme si je posais un sac à dos rempli de pierres que je portais depuis 26 ans. Le poids de leurs attentes, de leurs jugements, de leur amour conditionnel, tout cela avait simplement disparu. La colère avait disparu elle aussi. Vous ne pouvez pas être en colère contre des gens qui ne sont plus pertinents pour votre existence. Le verdict était définitif et l'affaire était classée. J'ai sorti mon téléphone. J'ai fait défiler jusqu'au contact de Guillaume. Supprimé. Puis celui d'Augustin. Supprimé. Puis celui de ma mère. Supprimé. Je n'étais plus une exilée. J'étais une souveraine, mais la souveraineté peut être solitaire. Je suis rentré à l'intérieur et j'ai ouvert mon ordinateur portable. La maison était toujours vaste, toujours faite de verre et d'écho, mais le silence semblait différent à présent. Ce n'était pas le silence de l'isolement. C'était le silence d'une toile blanche. J'avais un nouveau projet. J'ai ouvert un nouveau document et j'ai rédigé la charte de la Bourse Horizon, un fonds de 46 millions d'euros dédié aux femmes dans les technologies immobilières, spécifiquement les femmes qui avaient suivi des parcours non traditionnels, les abandonnées, les atypiques. Celles à qui l'on avait dit qu'elles étaient trop émotives, trop ambitieuses ou trop difficiles pour les salles de conseil traditionnelles. Je voulais bâtir un château qui ait de la place pour elles. Je voulais être le filet de sécurité que je n'avais jamais eu. J'ai regardé autour de moi ma maison de verre. Elle était toujours grande. Elle était toujours calme, mais elle ne semblait plus vide. Elle semblait en attente. J'avais survécu au feu. J'avais bâti l'empire. À présent, il était temps de bâtir une vie. Partagez cette histoire si vous avez déjà dû bâtir votre propre château parce que celui dans lequel vous êtes né n'avait pas de place pour vous. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires sur la fin du silence.